Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais parler aujourd'hui au nom du RHU IVASC et donc ça représente beaucoup de gens. Donc je ne vais pas les citer nommément parce que je vais en oublier puis ce serait fastidieux. Mais voilà, c'est un travail extraordinairement collectif de collaboration avec Constance et avec plein de gens à Constance. À nouveau, je ne vais pas citer de nom, mais on est extrêmement heureux et reconnaissant de l'aide que Constance nous a apportée pour explorer les nouveaux facteurs de risque. Voici mes liens d'intérêt. Alors, le RHU IVASC est un RHU qui s'intéresse aux innovations dans l'athérothrombose. L'athérothrombose, c'est le mécanisme sous-jacent des deux premières causes de mortalité au monde. La première, c'est l'infarctus du myocarde, qui est quasi exclusivement expliqué par l'athérothrombose. Et le deuxième, c'est l'accident vasculaire cérébral, dont l'athérothrombose est un facteur causal direct dans 20 à 25% des cas et prévalente chez plus de 40% des sujets, voire 50%, selon les séries. Et donc, c'est un sujet considérable en termes d'impact de santé publique. Les facteurs de risque conventionnels de l'athérothrombose sont bien connus. Les grands facteurs modifiables, c'est l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, le tabagisme, le diabète, et puis des facteurs génétiques multiples, dont certains interviennent d'ailleurs sur ces facteurs de risque. Et c'est la source d'infarctus et d'AVC, mais on sait que ces facteurs de risque ne rendent pas compte de toutes les explications à l'athérothrombose. Et en particulier récemment, il y a eu un intérêt renouvelé pour ce qu'on appelle les patients sans facteurs de risque modifiables. Si on pense que l'acronyme anglais pour facteur de risque modifiable, c'est Modifiable Risk Factor. Les patients qui n'ont pas de facteur de risque modifiable, c'est les Smurfless patients, ce qui est une petite blague en anglais sur les schtroumpfs et les patients qui ne sont pas des schtroumpfs. Donc les patients qui ne sont pas des schtroumpfs n'ont pas de facteur de risque modifiable, et il se trouve que ces patients qui ne sont pas des schtroumpfs, ils ont un pronostic qui est plus grave que les autres, de façon relativement paradoxale, et donc il y a quelque chose de particulier dans le fait d'avoir de l'athérothrombose, et en particulier un infarctus du myocarde, et pas de facteur de risque modifiable. Et on s'est intéressé, quand on a conçu le RHU IVASC, à essayer non pas de presser un peu plus le citron sur le traitement de l'hypertension artérielle ou de l'hypercholestérolémie, des sujets qui sont déjà très largement explorés et très importants par ailleurs, et il y aura une grande partie sur l'hypertension artérielle ce matin, mais peut-être d'explorer des facteurs de risque émergents, peut-être moins connus ou moins explorés, dont la causalité est encore débattue, et en particulier deux d'entre eux. Le premier, c'est les troubles du sommeil respiratoire et en particulier l'apnée du sommeil obstructive. Et le deuxième, c'est les parodontites et en particulier les parodontites sévères avec l'inflammation chronique qu'elles entraînent. Et on sait que l'athérothrombose, c'est aussi largement une maladie inflammatoire chronique. Donc ça, c'est le contexte et une des choses qu'on voulait explorer avec le RHU IVASC. Le deuxième sujet auquel on s'est attaché dans le RHU, c'était d'essayer de renouveler le modèle des essais cliniques dans le domaine cardiovasculaire. C'est un domaine qui a beaucoup progressé grâce aux essais cliniques randomisés de grande taille. C'est même un des domaines où c'est le triomphe de l'essai clinique randomisé. Mais ce modèle de l'essai clinique randomisé conventionnel, il a des limites importantes. Les patients sont extraordinairement sélectionnés. Les patients doivent être sélectionnés séparément pour chaque essai clinique. C'est un processus qui est long et c'est un processus qui est devenu extraordinairement coûteux, sachant que compte tenu des ordres de grandeur des effets anticipés, les essais cliniques dans le domaine cardiovasculaire sont facilement de 10, 15, 20 000 patients, ce qui devient difficilement soutenable avec le modèle conventionnel. Et nos collègues scandinaves nous ont donné une grande leçon il y a une dizaine d'années en mettant en place les essais de type essais nichés dans des registres. Et ils ont mis en particulier en place un registre continu d'infarctus du myocarde qui s'appelle Sweetheart, dans lequel tous les sites suédois hospitaliers participent. Il y a une cohorte avec collection de données standardisées pendant l'hospitalisation, et cette base de données, elle est liée à la base de données nationale de santé. Vous me voyez venir. Et une fois qu'on a le suivi automatisé par la base nationale de santé, tout ce qu'on a à faire, c'est le recueil hospitalier dans les hôpitaux, apparier les deux, et ensuite y nicher des essais cliniques. Tout ce qu'on a à faire pour l'essai clinique, c'est un consentement informé, les interventions, les deux bras d'intervention, et éventuellement quelques données spécifiques à la phase aiguë, et ensuite tout le reste est obtenu entre guillemets automatiquement. Évidemment, ça n'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est quand même beaucoup plus simple que la collection du suivi dans un essai conventionnel, et pour un coût qui est hors de proportion
avec celui des essais cliniques conventionnels, puisque c'est la collection et le transfert de données. Et le premier essai qui a été réalisé comme ça, c'était l'essai TASTE. Il se trouve que c'était un essai qui testait la thromboaspiration coronaire dans l'infarctus du myocarde. Et il y avait des petites séries monocentriques qui suggéraient un grand bénéfice. C'est l'essai de gauche, un essai monocentrique qui montre un grand bénéfice sur 1000 patients. Et les Suédois ont ensuite fait un essai sur 7000 patients qui montre que ça ne sert à rien. Et depuis, ça a été confirmé de façon répétée. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils ont inclus très vite, ils ont inclus en quelques semaines littéralement les 7000 patients, mais en plus les patients randomisés dans leur essai représentent 70% des patients traités pour infarctus du myocarde dans le pays pendant la même période. Autrement dit, la représentativité de l'essai est absolument extraordinaire. Et inutile de dire qu'ils ont fait ça pour un coût qui était une toute petite fraction du coût d'un essai clinique conventionnel, et je dirais même pas le coût d'un PHRC. Et ceci a conduit un certain nombre d'éditorialistes à dire, ben voilà, ça c'est une technologie disruptive, mettre en place ces registres, et ensuite on peut en nicher non pas un, non pas deux, mais 10, 15, 20, et c'est exactement ce que depuis 10 ans ont fait nos collègues suédois, qui ont réalisé pratiquement une quarantaine d'essais cliniques randomisés de grande taille au sein de leur cohorte d'infarctus du myocarde. Et donc je pense que si on arrive à le faire en Suède sur 8 millions de patients, on doit pouvoir arriver à le faire en France avec un système de santé qui est quand même unifié pour ce qui est de la collection du suivi. Et donc notre deuxième but dans IVASC, c'était de mettre en place une cohorte nationale d'infarctus du myocarde, de la lier au SNDS en prenant le modèle de Sweetheart. Et puis évidemment d'utiliser cette cohorte pour explorer aussi les nouveaux facteurs de risque pour l'athérothrombose que j'ai évoqués. Et donc on a constitué un consortium d'académiques, d'industriels dans le domaine, et parmi les industriels, il y a évidemment des industriels qui travaillent sur les troubles respiratoires du sommeil, comme ResMed, ou sur la santé bucco-dentaire, comme Colmed, puis il y a comme Colgate, et puis il y a évidemment des industriels du médicament, et autour du DHU FAIR, qui était au départ la structure centrale clinique. Alors le registre, eh bien, on a constitué une cohorte nationale qui n'est pas réellement un registre, c'est une cohorte multicentrique qui ne regroupe pas encore tous les sites français, qui regroupe 35 sites tertiaires. Le registre a été organisé en collaboration avec nos collègues suédois pour avoir une ossature qui est commune et qui peut être partagée. Et cette ossature commune partagée avec les collègues suédois, elle est également partagée avec le registre anglais et avec le registre espagnol d'infarctus du myocarde. Donc on a déjà 4 pays en Europe qui ont un registre qui est quasiment commun. Il est modulaire, avec, comme pour Constance, la possibilité d'y rajouter de façon annuelle ou à la fréquence qu'on veut des modules spécifiques sur certaines thématiques. On collige de façon extrêmement détaillée, on phénotype de façon détaillée le parcours hospitalier initial de ces patients qui ont un infarctus du myocarde avec des personnels dédiés pour la saisie. Parce que le problème de beaucoup de cohortes, c'est la qualité des données, comme toujours. Et si on y dédie du personnel de recherche, eh bien, on arrive à avoir des données exhaustives pendant la phase aiguë. Et ensuite, eh bien, il faut évidemment lier, il faut aller apparier cela aux grandes bases de données nationales, évidemment le PMSI, le registre des décès du CEPIDC, mais surtout le SNDS. Et là, il faut avoir l'expertise pour le faire. Et on a été extrêmement heureux de bénéficier du soutien et de l'expertise et de la collaboration de Constance, qui savait le faire et qui a été partie prenante pour nous montrer et le faire avec nous, le faire même pour nous au début, puis peu à peu nous transmettre le savoir pour qu'à terme on sache le faire nous-mêmes. Alors, ce n'est pas simple. Vous savez que le circuit des données dans ce genre d'appariement est compliqué, puisqu'il faut arriver à séparer en haut à gauche les données en rouge identifiantes, et puis les données en bleu qui sont celles du cahier d'observation initial de la phase hospitalière de l'infarctus du myocarde. Les données identifiantes, eh bien, elles partent chez un tiers de confiance qui va, lui, se mettre en rapport avec la CNAM qui a la base de données SNDS pour s'assurer que de façon, qu'en maintenant l'anonymisation, on arrive quand même à apparier les patients. Et puis, dans une bulle sécurisée, le CASD va réconcilier les données de la phase initiale en bleu clair et les données de suivi du SNDS en violet avec les données d'identification qui permettent de s'assurer que c'est bien le bon patient et qu'on a un match qui est parfait. Et on n'est pas peu fiers, grâce au soutien de Constance, d'être arrivé à être la première cohorte, juste après le passage de la loi Jardé et du RGPD. Donc il y a eu quand même un moment assez intéressant sur le plan de la mise en place des réglementations, à arriver à faire les inclusions continues dans la cohorte et l'appariement et le lien avec le SNDS en conformité avec la réglementation. Et donc cette cohorte, qui s'appelle Frenchy,
On a trouvé que c'était un assez bon nom pour une cohorte française, et comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Elle fait participer 35 centres français, ce qui est bien, mais qui est loin d'être la totalité des centres français, puisqu'il y a quasiment 400 hôpitaux qui, en France, reçoivent des infarctus du myocarde. Donc, on est loin d'être encore exhaustif, mais en tout cas, on a déjà une cohorte. Pour des patients qui sont hospitalisés pour un infarctus du myocarde moins de 48 heures après le début des symptômes. Et une fois que ça a commencé à rouler et qu'on avait eu les approbations et que les centres ont été ouverts, on a très vite accumulé des patients. On a déjà plus de 19 000 patients. Et on a tellement de patients qu'on est obligé de freiner les inclusions parce qu'il faut avoir l'infrastructure pour recueillir les données de façon exhaustive, les suivre, etc. Et tout ça a un coût qui n'est pas trivial. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à faire ce qui était l'objectif ultime. Ce n'était pas simplement d'avoir une cohorte, c'était d'utiliser cette cohorte comme plateforme pour y nicher des essais, soit randomisés, soit des études prospectives. Et on a déjà niché dans le registre 5 études, 3 essais randomisés prospectifs et 2 études observationnelles. Je vais vous en donner quelques avant-goûts dans les minutes qui viennent. En rouge, vous avez les 3 essais randomisés, Parocarde, MINT et apéritif. Et juste pour vous montrer comment un registre ou une étude nichée comment une étude ou un essai clinique randomisé niché dans un registre est efficace, vous montrez les courbes d'inclusion. Par exemple, on avait l'étude AMI-SLEEP où on voulait avoir 1500 patients qui aient une polysomnographie simplifiée à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. En fait, on en a eu tout de suite 2000 et on a été obligé d'arrêter parce qu'on allait atteindre des chiffres qui devenaient plus gérables. Pour l'essai MINT, c'était un essai du NIH américain, qui est un essai de stratégie transfusionnelle. Nos collègues américains avaient du mal à inclure. On avait fait en France un PHRC sur les stratégies transfusionnelles. Ils nous ont demandé de proposer au centre de Frenchy de participer. Et non seulement on a participé, mais on a dépassé très vite nos objectifs d'inclusion de plus de 60%. Et ça a permis à l'essai MINT de se terminer et d'être publié l'année dernière. Et puis un PHRC qui s'appelait Apéritif, qui porte sur l'utilisation des traitements anticoagulants en complément du traitement antiplaquettaire dans l'infarctus du myocarde. Eh bien, cet essai a été terminé avec 9 mois d'avance par rapport aux inclusions. Vous avez la courbe d'inclusion en rouge, la courbe théorique en bleu, et on voit à nouveau que le fait d'être niché dans un registre accélère considérablement les inclusions et rend l'essai beaucoup plus rapide, beaucoup plus faisable, du coup beaucoup moins coûteux, et donc avec tous les avantages que cela a. Donc ça, c'est l'aspect registre. Mais la collaboration avec Constance dans le RHU-IVASC ne s'est pas limité à la mise en place de cette cohorte et de cette cohorte en tant que plateforme. Il y a aussi toute une série d'études en population générale et sur la cohorte qui sont spécifiques. Les premières se sont intéressées précisément à la parodontite et à son association avec les événements incidents cardiovasculaires dans la population générale sur Constance. Et donc, il y a une première phase, et c'est le même modèle pour les 2 facteurs de risque. Il y a d'abord une phase d'étude cross-sectionnelle où on regarde la prévalence de la parodontite avec des stratégies de type questionnaire et avec la force de Constance qui est liée à la qualité de ces données et à la taille de la cohorte et à sa représentativité. Et puis ensuite, il y a le suivi longitudinal qui permet de regarder l'association avec les événements incidents. Et donc, cela, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas déflorer les présentations qui vont venir, mais donc on l'a fait, on a mis en place, on a créé un questionnaire validé pour le taux de détection de la parodontite, qui a été diffusé à 120 000 participants dans Constance et qui permet effectivement de qualifier la prévalence et ensuite de regarder le lien entre cette parodontite détectée et les événements incidents. Et puis, on a fait la même chose, non plus dans la population générale, mais sur la population de Frenchy. À nouveau, le questionnaire, l'étude cross-sectionnelle avec le questionnaire, éventuellement des examens par des dentistes pour confirmer les formes les plus sévères, et puis ensuite l'étude longitudinale de l'impact sur le pronostic et les événements récurrents, cette fois-ci, chez les patients qui sont hospitalisés pour un infarctus du myocarde. Et puis, on a également mis en place un essai d'intervention, parce qu'il y a beaucoup de données qui associent les parodontites et le risque cardiovasculaire, mais il y a extrêmement peu de données d'intervention et on a besoin, si on veut véritablement confirmer le rôle causal, de le tester. Alors, ce n'est pas un essai définitif sur 15 000 patients et des événements et d'outcomes, c'est un essai sur l'évolution des plaques athéromateuses qui s'appelle Parocarde. Et le principe, c'est d'identifier des survivants d'infarctus du myocarde qui ont une parodontite sévère, de leur faire une imagerie de leurs plaques en PET-FDG pour regarder l'activité des plaques. À cette imagerie, on couple par ailleurs une étude de microbiologie sur la flore orale, le microbiome gingival si on veut être à la mode, et des biomarqueurs systémiques.
Et puis ensuite, on tire au sort les patients entre le traitement habituel, c'est-à-dire, il faut bien le reconnaître, pas grand-chose, des conseils, et un traitement de parodontite extrêmement intensif par des odontos spécialisés dans des centres sélectionnés et formés. Et là, avec un traitement qui peut aller jusqu'aux extractions, ou à la mise en place de la chirurgie plus ou moins importante, évidemment fournie gratuitement aux patients, aux participants, mais cette randomisation est une randomisation assez drastique. Et ensuite, on reconvoque les patients 24 mois plus tard pour refaire une imagerie et regarder l'évolution de la plaque, et en particulier du caractère inflammatoire ou non des plaques athéromateuses chez ces patients. Alors c'est une étude extrêmement lourde puisqu'elle implique des imageurs, des dentistes, des prélèvements biologiques, des prélèvements systémiques, les patients participants qui doivent accepter la randomisation et la chirurgie dentaire qui va éventuellement avec. Ça peut aller jusqu'à la chirurgie dentaire. Et donc, elle est encore en cours, elle est loin d'être terminée, mais c'est une étude assez unique. Et il y a une seule équipe dans le monde qui a fait une étude similaire, qui est une étude à Londres, dont les résultats seront présentés cet été. On n'a pas encore les résultats. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu d'étude encore d'intervention sur la parodontite. Et puis, de façon parallèle, on fait la même chose pour les troubles obstructifs, les troubles respiratoires du sommeil. Là, l'étude en population générale, cross-sectionnelle d'abord, puis longitudinale pour regarder l'association entre la prévalence des troubles du sommeil suivant des questionnaires tout à fait validés et les événements incidents. Cette étude s'appelle CoSleep. Et là, à nouveau, un questionnaire sur le sommeil a été diffusé à 120 000 participants. Et puis, une étude chez les survivants d'infarctus du myocarde, à la période aiguë, où ils sont encore hospitalisés aux soins intensifs, où on leur fait une polysomnographie simplifiée, avec un système de polysomnographie qui transmet directement dans le cloud les données en temps réel, ce qui fait que le lendemain de la polysomnographie, on a déjà le résultat et on peut éventuellement orienter le traitement du patient. Et l'observation longitudinale de l'association entre la prévalence de ces troubles respiratoires du sommeil et les événements récurrents. Et juste pour vous donner un avant-goût du type de résultat qu'on a, on a été nous-mêmes absolument soufflés de la prévalence des troubles respiratoires du sommeil à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, puisque 83% des patients ont au moins une forme mineure, la moitié ont des troubles du sommeil obstructifs ou pas modérés, et un quart ont une forme sévère. Et quand on regarde le type de troubles du sommeil qu'ils ont, ce qui est intéressant, c'est que la moitié de ces apnées du sommeil sont de type central, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on attendait. Nous, on pensait que les formes obstructives seraient, comme dans la population générale, les formes prépondérantes, et je pense qu'il y a là quelque chose qui mérite d'être exploré, et c'est évidemment en cours d'études et de publications. Je voulais surtout vous montrer les processus de collaboration entre la cohorte et Constance. Et pour résumer, eh bien, Constance a joué un rôle absolument critique pour le succès du RHU et sa réalisation. Les résultats scientifiques sont en train d'être analysés, explorés, et on n'a pas encore tout à fait fini ça, parce que c'est très long, comme vous le savez. Mais d'abord, on a pu obtenir les études cross-sectionnelles, les études longitudinales en population générale. On a pu répliquer le même type de processus sur les survivants d'infarctus du myocarde. Et puis, on a pu faire cela dans la cohorte Frenchy. On a pu monter la cohorte Frenchy et la parier avec le SNDS grâce à l'expertise et au savoir-faire de Constance. Et vraiment, sans cela, c'était impossible. On n'y serait jamais arrivé. Surtout qu'il faut s'imaginer qu'on a essayé de faire ça en 2016-2017. C'est-à-dire que c'était encore beaucoup plus compliqué à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. Ça commence un petit peu à savoir se faire aujourd'hui, mais c'était à l'époque beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je suis essentiellement le porteur d'un immense message de remerciement à Constance pour nous avoir aidés. Et puis j'espère que dans 2-3 ans, on pourra venir vous montrer la longue série des publications que nous sommes en train de préparer sur l'exploitation de ces résultats, avec beaucoup de membres de l'équipe, dont certains sont dans la salle et que je salue. Ça montre bien l'apport qu'il peut y avoir d'une cohorte en population qui vient compléter des données des cohortes de patients. Et ça, là, on l'a fait sur le cardiovasculaire, mais je pense qu'on pourra le faire sur d'autres pathologies. Avec nous, cette approche en population qui peut donner des prévalences, c'est des gens qui ne sont pas encore malades ou pas trop malades, parce qu'il y a quand même des gens malades, mais aussi des gens pas malades, l'histoire des facteurs de risque. Et puis là, comme l'a montré Gabriel, auprès d'un registre là vraiment de patients où on regarde les mêmes facteurs de risque, mais chez des personnes qui sont déjà malades. Donc je pense que c'est vraiment un challenge qu'on a vraiment réussi à faire ensemble. Est-ce qu'il y a des questions?
Derrière toi. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Mathieu Varny, CHU de Nantes. Une question un tout petit peu technique. L'appariement, vous l'avez fait comment avec le SNDS? Est-ce qu'il était probabiliste ou indirect? Je ne sais plus ce qu'on dit maintenant. Et s'il était indirect, quel pourcent vous avez eu d'attrition? Direct. Nous, Direct. on fait que du direct. Numéro de sécu? Ouais. Merci. Et quand on peut, on fait. Après ça, il y a des tiers de confiance. Je pense que maintenant, il va y avoir de plus en plus de facilité. La CNIL met en place des systèmes pour pouvoir apparier de plus en plus facilement directement avec le NIR. Il y a une chose que je n'ai pas dite, mais qui fait référence à une question de la présentation précédente, c'est que bien entendu, on s'intéresse au traitement pharmacologique, mais on s'intéresse aussi au mode de vie. Et qu'une des possibilités qu'ouvre la cohorte, c'est évidemment de faire des questionnaires de mode de vie qui changent et qui tournent d'une année sur l'autre. Et on a bien l'intention d'explorer ces aspects-là avec toute leur complexité, parce que contrairement à un médicament qu'on prend tous les jours, l'activité physique ou l'alimentation, ça peut être des choses qui fluctuent, qui varient, qui sont difficiles à capturer. Mais en tout cas, on est très très intéressé par ces aspects-là. C'est très intéressant, bien sûr. Moi, j'avais une question un petit peu bizarre. Les infarctus, ça meurt. Donc, ça meurt notamment avant 48 heures. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les décédés précoces? Est-ce qu'éventuellement, vous les incluez et vous faites une analyse rétrospective, par exemple, des modes de vie ou des choses comme ça? Alors, oui, c'est une excellente question, parce qu'évidemment, si notre cohorte est avant tout une cohorte de patients survivants, parce qu'on a fait d'immenses progrès sur la survie intra-hospitalière des gens qui arrivent vivants à l'hôpital. Par contre, on n'a pas beaucoup progressé sur la mort subite liée à l'infarctus du myocarde et le décès préhospitalier. Alors, ce qu'on a essayé de faire, avec un succès qui est difficile à préciser, c'est de donner comme instruction aux sites participants de saisir dans le registre les gens qui étaient morts à l'arrivée. Et on a un système de dérogation pour le consentement, de façon à ce qu'on ait l'autorisation de saisir ces données. Et en tout cas, bien sûr, on n'a évidemment pas de suivi longitudinal, mais dans le SNDS, comme vous savez, on a l'accès rétrospectif. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est, à mon avis, un aspect particulièrement original, potentiellement, de cette cohorte, de pouvoir regarder les antécédents qui ont précédé la mort subite chez les gens qui étaient morts à l'arrivée, mais qui ont été quand même amenés en ambulance à l'hôpital, parce que c'est le devenir traditionnel de quelqu'un qui fait une mort subite extra-hospitalière, c'est qu'on l'amène à l'hôpital. Et donc, on a essayé de ne pas perdre cela. Je ne suis pas sûr qu'on y soit arrivé complètement, mais en tout cas, on a un sous-groupe de gens arrivés morts. Oui, bravo pour tout ce travail. J'avais deux questions rapides. Une qui est un peu réglementaire. Je me pose la question par rapport au consentement des participants de Constance, parce que quand ils ont signé leur consentement, c'était pour participer à une cohorte de population. Est-ce que dans le cadre d'essais randomisés que vous mettez en place, il y a besoin d'un retour, il y a besoin d'un nouveau consentement, ou quand ils ont été inclus, il y avait déjà cette clause qui était inclue dans le consentement? Pour ceux qui sont arrivés vivants à l'hôpital et qui sont dans la cohorte Frenchy, ils ont tous un consentement écrit signé. Et donc, qui comprend le fait qu'on va leur proposer des essais randomisés. Et quand on leur propose un essai randomisé, on leur redemande un deuxième consentement, puisqu'ils donnent un consentement à la participation dans une cohorte, qui n'est pas mutuellement exclusif d'un deuxième consentement à la participation dans un essai randomisé. Donc, tout ce qui est cohorte, il y a des consentements spécifiques. Pas d'intervention. Hein. Oui, mais c'est les patients issus de Constance, donc Non. Les Frenchy n'est pas... oui, identifié. Frenchy, voilà. Autant pour moi. Du coup, ma deuxième question n'a pas de sens alors. Okay. Oui. Une dernière question? Oui, c'est là-bas. Bonjour. Moi, j'ai une question. Si j'ai bien compris, vous avez fait une étude d'association entre parodontite et infarctus de myocarde en utilisant la cohorte Constance, et vous avez utilisé un questionnaire pour évaluer la parodontite. Mais moi, je sais que dans Constance, il y a un examen dentaire à l'entrée. Pourquoi vous n'avez pas utilisé directement l'examen dentaire? On va donner la parole au responsable. On a le spécialiste. En fait, dans l'examen de santé, de la Sécu ne permet pas, ici au milieu, ne permet pas d'avoir des données d'examen sur l'état de la santé parodontale. Hein.
Non, merci de votre question. Non, mais on n'a pas ces données. On les a pas au départ. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est simplement un questionnaire qui repose sur un score qu'on a validé sur 250 ou 300 patients. Voilà. Voilà, donc c'est des volontaires de Constance qui étaient dans le centre de parisien des IPC, auxquels on a fait passer le questionnaire et qui ont eu également 200 personnes un examen par un dentiste. Donc, ce qui a permis de valider ce questionnaire, qui lui-même est issu de la cohorte NANES, non? Donc, c'est le questionnaire qui est utilisé par la cohorte américaine NANES. C'est un examen sur les parodontites, et pas simplement le relevé des dents manquantes ou des choses comme ça qui sont ce qui se fait dans l'examen simplifié. On va passer à la présentation.